Remue-Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue-Ménage. Remue-Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue-Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue-Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue-Ménage. Pourquoi et comment réformer le code des marchés? Comment préserver la bonne gouvernance et la transparence dans l'attribution des marchés? En quoi les procédures actuelles sont-elles un frein au développement économique du Sénégal? Comment éviter que les gré à gré enfreignent les règles normales dans l'attribution des marchés? Pour débattre de toutes ces questions, Alassane Samba Diop reçoit ce dimanche 4 août 2013 Youssouf Sakho, ancien ministre, consultant en infrastructure et marchés publics, ancien directeur de l'ARMP et président d'un cabinet d'experts et consultants. Face à Alassane Samba Diop, il y aura également Baye Ibrahima Diagne, président de la commission bonne gouvernance du CNP, le Conseil national du patronat et directeur du cabinet Innove. Remue-Ménage, dimanche 10h-11h avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité, la RFM. Dimanche 4 août 2013, merci d'être à l'écoute de Remue-Ménage qui reçoit aujourd'hui M. Youssouf Sakho, ancien ministre des Transports, ex-directeur de l'ARMP, consultant en infrastructure et en marché public, président du cabinet africain d'experts et de consultants. Et M. Baye Ibrahima Diagne, président de la commission de bonne gouvernance du CNP, Conseil national du patronat et directeur du cabinet Innove. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, depuis quelques jours, on ne parle que de ça au Sénégal, le code des marchés. Monsieur Youssouf Sakho, vous avez été ancien directeur de l'ARMP. C'est quoi le code des marchés? Oui, le code des marchés est un élément du dispositif réglementaire du Sénégal et du dispositif institutionnel qui réglemente l'ensemble des procédures liées à la préparation, à la passation et à l'exécution des marchés. Et ce code est une émanation de deux directives de l'UEMOA, les directives 4 et 5. Baïdam, ce code pose beaucoup de polémiques depuis quelques jours. On en parle un peu partout au Sénégal. Le président s'est ému la fois dernière du code des marchés en disant que certaines procédures sont obsolètes. Vous avez été aussi membre de l'ARMP, vous avez travaillé sur ce code des marchés. Pourquoi ce code pose problème? En fait, c'est Baye Ibrahima Diagne. Et je suis toujours membre. Hein. Notre mandat finit bientôt. Et en fait, moi je pense que cette polémique, il y a une partie d'incompréhension. Hein. Il faut rappeler également que le code est la première génération quand même des réformes qui a été vraiment sous la direction de M. Sakho. Cette génération a quand même permis de mettre en place le système et de former les acteurs sur le système. Et je pense qu'un code doit être de façon périodique actualisé, l'adapter au contexte et aux différentes évolutions de l'environnement. Maintenant, ce qui s'oppose, à mon avis, je pense qu'il y a une gestion un peu émotionnelle de certaines pratiques de gestion. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. C'est un ensemble, en fait, un dispositif consensuel. S'il y a des difficultés sur un des articles, en tout cas de déroulement, il est souhaitable de convoquer l'ensemble des parties prenantes, d'en discuter et de trouver les meilleures solutions. Je pense que les trois parties prenantes sont tous motivés par un sentiment national de faire évoluer ce pays-là. Le code n'a de sens que lorsqu'il participe au développement économique de ce pays. Je pense que sur ce point, les choses sont très claires. Maintenant, il peut y avoir des dysfonctionnements dans l'administration ou ailleurs, hein, parce que de toute façon, ce sont les hommes qui mettent en œuvre ce dispositif. Je dirais qu'il faut revenir à la négociation, au consensus et trouver des solutions. Mais justement, M. Youssouf Sakho, c'est sur ce point bien précis que semblent fustiger les autorités qui sont en ce moment en place en disant que oui, les procédures sont trop longues, le code prend beaucoup de temps, on veut financer le développement, on n'arrive pas à le faire, parce que ça prend 5 mois, des fois après, si le marché est rejeté, ça revient encore, ça va prendre 12 mois, l'année est terminée. Alors que les politiciens gèrent le pays, ils veulent avoir des résultats. Oui, je pense que c'est tout à fait normal. La notion de temps, l'appréciation de cette notion de temps dépend de la nature de l'acteur. Le temps
pour l'homme politique qui déroule des projets n'est pas dans la même échelle que le temps du géologue, par exemple. Cela dit, le débat sur le code des marchés est un débat tout à fait normal. Moi, personnellement, c'est un débat qui ne m'émeut pas. Parce qu'il a existé et il existe toujours dans tous les pays. Et vous vous rappelez, en France, entre 2000 et 2006, le code des marchés en France a été modifié 50 fois. Et je parle de modifications substantielles. En 2006, il y a eu un nouveau code des marchés en France qui a bouleversé l'ancien texte, même dans ses fondamentaux. Donc c'est tout à fait normal que ce code des marchés fasse l'objet d'un débat quelquefois passionné. C'est tout à fait normal. Cela dit, comme le disait M. Diagne tout à l'heure, un code des marchés, s'il est statique, il ne remplit plus sa fonction. Il doit être un instrument de gestion de la commande publique qui doit s'adapter continuellement à l'évolution de la situation économique et sociale du pays. En 2 ans après l'instauration du nouveau dispositif, il y a eu de larges concertations qui ont donné lieu à un premier toilettage du code des marchés. Je pense que le processus aurait dû continuer. Il s'agit aujourd'hui de faire un diagnostic. Il ne s'agit pas de dire que le code n'est pas bon. Moi, j'ai eu à faire face à des acteurs qui ont dit que le code n'est pas bon parce que nous, on ne parvient pas à dérouler, alors qu'au niveau de cette autorité contractante, aucun dossier n'a été élaboré. Je pense qu'il faut que le diagnostic soit fiable, il soit objectif pour que les thérapies puissent être efficaces. Mais justement, est-ce que c'est le code des fois qui a des problèmes ou bien c'est au niveau même de la préparation de la passation des marchés dans certains ministères, certaines entreprises qui n'est pas aux normes? Oui, disons que, vous savez, les gens parlent beaucoup de gré à gré. Mais le gré à gré est bien défini par l'article 76, l'urgence, le secret, etc. Mais le critère qui détermine l'urgence réside dans son imprévisibilité. Si les autorités contractantes plutôt créent de la fausse urgence, ne mettent pas en branle les procédures de manière méthodique et chronologique, il est évident que à quelques mois, parce que il faut faire telle infrastructure, on est sous la pression, on va dire c'est une urgence et on va au gré à gré. Ça aussi. Parce qu'il y a des urgences artificielles des fois. Hein? Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Bien que il y a eu beaucoup d'appréciations positives, d'évolution sur ce côté-là, mais il reste quand même que au-delà des procédures, il y a une longueur de l'avis d'attribution, de publication de l'offre à l'avis d'attribution. Le diagnostic qui a été fait tournait autour de 188 jours, je pense. C'est long pour un pays sous-développé, ça c'est vrai. Donc, il faut dépoussiérer, faire un toilettage, ça c'est tout à fait normal. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Il faut réduire, à mon avis, M. Sarro, il faut réduire les délais. Il y a des réductions de délais possibles sur cette chaîne. Et ça, on va le faire, je pense. Mais je ne pense pas que dire que le code n'est pas mauvais, les procédures, je pense que c'est un peu excessif quand même. Mais est-ce que justement, M. Sarko, on peut réduire les délais là où les bailleurs de fonds peut-être imposent un certain nombre de procédures parce que c'est eux qui mettent de l'argent en fait? Oui, vous savez, on a eu à faire un diagnostic extrêmement fin de l'ensemble des étapes de la passation des marchés. Je voudrais souligner au passage que sur toute la chaîne, les délais sont fixés déjà dans les directives. Donc les États n'ont plus de marge de manœuvre pour toucher les délais. La préparation des offres, c'est 30 jours, 45 jours pour un appel d'offres international. Les délais donc le délai d'attente en attendant la publication de l'avis d'attribution, entre l'avis d'attribution provisoire et l'avis d'attribution définitive et la conclusion du marché, ce délai est fixé aussi par les directives. Les délais qui n'étaient pas fixés par la directive, par les directives de l'UEMOA, ont été réduits dans le cadre du premier toilettage. On s'est rendu compte lors du premier diagnostic que les autorités contractantes mettaient beaucoup de temps dans l'évaluation des offres. Entre l'ouverture des prix et l'attribution du marché, processus qui est entièrement sous le contrôle de l'autorité contractante, ça prenait beaucoup de temps. Je vous donne un exemple. L'année dernière, les audits ont révélé que dans certaines entités, pour une DRP,
qui, après le dépouillement, peut être exécuté le lendemain. Il n'y a aucune forme de contrôle a priori. On ne peut pas dire ARMP ou DCMP. On a vu des délais de 107 jours entre l'ouverture des plis et pour une fourniture, tenez-vous bien. 107 jours entre l'ouverture des plis et la commande, et l'exécution de la commande. 107 jours. Est-ce que le problème, ce n'est pas à ce niveau, au niveau des autorités contractantes, qui essaient peut-être de jouer sur le délai pour avoir des marchés? Les gens parlent un peu d'une petite corruption qui peut avoir lieu dans ce sens-là. Non, moi, je ne pense pas que ce soit un problème de corruption. C'est peut-être un problème d'absence de maîtrise des procédures. Et ça, c'est important. Il faut que, je parle sous le contrôle de M. Diagne, c'était beaucoup plus difficile au départ. Au départ, les gens étaient complètement désorientés. Je rappelle que les choses se sont beaucoup améliorées entre-temps. Entre 1988 et maintenant, les choses se sont beaucoup améliorées parce qu'il y a eu l'effet positif, l'impact positif de la formation qui est dispensée par l'ARMP au profit des autorités contractantes. Je pense qu'il faut insister sur ce point. La formation. L'amélioration des capacités techniques. Et ça, c'est capital. Parce que je pense que l'antidote ne se trouve pas dans la généralisation des gré à gré. Parce que si vous faites un audit des marchés gré à gré, vous vous rendrez compte que le temps qui a été gagné pendant la passation, vous perdez 3 fois plus de temps pendant l'exécution. À titre d'exemple, il y a des marchés gré à gré qui, sous le coup de l'urgence, ont été autorisés en 2011. Ces marchés ne sont pas encore terminés. Il y a eu une procédure de réduction des délais de conclusion des marchés urgents qui ont été fixés à 5 jours lors de du premier tour. 5 jours pour passer un marché et 8 mois pour l'exécuter. Ça n'a pas de sens. Absolument. Il faut toucher... Le code des marchés, c'est un corps avec des membres, la tête, le tronc, les membres. Et ça, tout se tient. Il faut gérer le code des marchés comme un dispositif cohérent. Et quand on touche la passation, il faut toucher l'exécution. Et si on s'amuse à faire un audit des marchés gré à gré, un audit de l'exécution des marchés gré à gré, sur le coût des dérapages dans les délais et l'impact de l'absence de contrôle sur les quantités et les coûts, avec comme conséquence des révisions inestimables, là, l'État perd beaucoup d'argent. Parce que le gré à gré coûte beaucoup plus cher que si le marché est passé de façon normale. Beaucoup plus cher, à mon avis, au plan financier et même sur le plan des délais. Parce que vous allez conclure un marché gré à gré tout de suite, surtout pour les travaux. Je parle pour les travaux, c'est ce que je dis est surtout valable pour les travaux. Sous le coup de l'urgence et de l'empressement, vous faites un marché gré à gré, vous ne contrôlez pas les quantités. Vous lancez le marché, à l'exécution, vous vous rendez compte que les quantités se sont avérées erronées. Vous les modifiez et le coût de cette modification peut être important. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. Je vous donne un exemple assez simple. Lorsque vous prévoyez 1000 m3 de béton dans un marché, vous vous rendez compte que 1000 m3, ça ne suffit pas. Il faut 1500. Non seulement vous allez payer 500 m3, mais vous allez indemniser l'entreprise. Parce que lorsque une quantité subit une variation supérieure à 25%, l'entreprise a droit à une indemnisation. Et c'est supporté par le contribuable. Et c'est supporté par le contribuable, malheureusement. C'est pourquoi il faut beaucoup faire attention. Le gré à gré, ce n'est pas une panacée. Il ne faut pas non plus diaboliser le gré à gré. Le gré à gré, c'est un mode dérogatoire de passation de marché qui existe partout. Monsieur Diagne, M. Sakho disait tantôt qu'il faudrait revoir même les directives au niveau de l'UEMOA pour réduire les délais. Est-ce que c'est là-bas aussi qu'il faut aller pour avoir de la célérité dans l'exécution des marchés? Je pense qu'il ne faut pas oublier que les directives de l'UEMOA aussi sont en consensus sur 8 pays. Un seul pays ne peut pas, parce qu'il a des contraintes internes, vouloir changer toutes ces directives. Mais elles peuvent évoluer, comme l'a dit M. Sakho, l'évolution aussi de la gestion de ces marchés-là au niveau de l'UEMOA, tous les pays peut-être peuvent se réunir. Bien sûr. Ah oui, ce sont des textes. Hein. Ce sont des textes. Il est important peut-être qu'on doit adapter à nos réalités. À nos réalités, ça c'est sûr. Hein. Il n'y a pas de texte qu'on ne peut pas modifier. Mais aujourd'hui, comment faut-il faire entre l'urgence d'exécution des marchés et de respecter la transparence, d'éviter la corruption? Quel est l'équilibre qu'il faut trouver? Enfin, moi, l'équilibre vraiment se trouve... Bon, c'est vrai qu'il y a l'impératif de développement économique. Ça, c'est clair, comme je disais tout à l'heure. Mais pour moi, l'équilibre, malgré la flexibilité, la mouvance, etc., l'équilibre
le point fixe doit être l'intérêt national. Pour moi, il n'y a qu'un seul point fixe, c'est l'intérêt national. Dès lors que des procédures ou le code concourent à l'intérêt national, je ne vois pas d'obstacle. Pour moi, l'international, c'est permettre aux entreprises publiques, l'entreprise sénégalaise, d'avoir accès beaucoup plus facilement à la commande publique. C'est de satisfaire les besoins de nos populations et surtout de prendre le code, de considérer, d'utiliser la commande publique comme un instrument de développement de ce pays. Et à ce niveau-là, moi je pense que le défi même se trouve au niveau de la deuxième génération des modifications du code. Pour moi, la deuxième génération pour le développement, consiste maintenant à créer des mesures de discrimination, bon, je ne dirais pas, mais en tout cas favorables, de discrimination positive. Par exemple, à l'entreprise régionale. Aujourd'hui, on parle de l'acte 3 de la décentralisation, la territorialisation de l'économie. On sait que si ça se fait, la commande publique sera essentiellement gérée par les collectivités locales. Le renforcement des compétences des collectivités locales, le statut de l'entreprise régionale pour développer des espaces économiques viables, c'est ça les enjeux. Et peut-être les groupes vulnérables, les femmes, etc. Donc utiliser la commande publique autrement, de façon beaucoup plus efficace pour le développement économique. Pour moi, c'est ça les enjeux. Monsieur Sakho, ce débat a été posé aujourd'hui. Les PME ont des difficultés aujourd'hui à accéder à la commande publique parce qu'elles disent que les procédures sont tellement longues qu'elles sont exclues. Oui, je voudrais, avant de répondre à votre question, rebondir sur cet aspect de la durée. Effectivement, la moyenne calculée, c'est 188 jours. Oui, mais si vous revenez, parce que le code des marchés n'est pas un code extraterrestre. Il découle de l'application de standards internationaux. Or, d'après ces standards internationaux, la durée moyenne de passation de marché, c'est entre 120 et 150 jours. Donc, on n'est pas dans la zone catastrophique. Et ce délai, effectivement, de 190 jours peut être réduit. Ce n'est pas pour rien qu'on demande aux entreprises une durée de validité des offres de 90 jours. C'est parce qu'on suppose que le processus va durer 90 jours. Et ces 90 jours, en fait, sont adoptés dans tous les pays. Et si vous y ajoutez les 30 jours de délai de préparation des offres, on est à 120 jours. Donc, il appartient maintenant à chaque acteur de faire des efforts pour pouvoir réduire les délais. Et d'aller à 130, entre 130 et 150 jours, c'est possible au Sénégal. En ce qui concerne maintenant l'accessibilité du marché, je voudrais d'abord dire que d'après la directive, on ne parle plus d'entreprise nationale, mais d'entreprise communautaire. Les autorités contractantes ne sont pas les seuls acteurs à avoir besoin de formation. Mais les entreprises ont également besoin de formation. Les autorités contractantes ont besoin de formation pour apprendre à dimensionner des critères de qualification en fonction de l'objectif recherché à travers le marché. Ce n'est pas seulement un objectif de construction d'un ouvrage, mais comme l'a dit Ibrahim tout à l'heure, mais un objectif de promotion de l'entreprise, de la PME. Il faut revoir les critères de qualification pour chaque marché dans le principe pour pouvoir les dimensionner de manière à pouvoir intéresser le maximum d'entreprises de telle sorte que la concurrence puisse être pure et parfaite. Si il y a des critères objectifs d'élaboration de critères de qualification, il y a des normes d'élaboration des critères de qualification. Et si vous appliquez ces normes, vous arrivez à un résultat qui, remis dans le contexte économique national, ne vous donne pas suffisamment de concurrence, mais il faut revoir ces critères. Il faut revoir les allotissements, il faut prendre des critères beaucoup moins sévères, sans pour autant sacrifier ces nouveaux critères, en fait, sacrifier les objectifs de qualité et de fonctionnalité de l'ouvrage. Je suis tout à fait d'accord que les critères de qualification doivent être revus. Moi, je militerai même en faveur de l'élaboration d'un manuel de procédure à l'intention des autorités contractantes, un manuel de procédure d'élaboration des critères. C'est un exercice qui est rationnel, avec des étapes qui sont
qui ont une certaine traçabilité. Et si on le fait, je pense que là, il n'y aura pas de problème. Et je suis heureux que la DSMP quand même joue bien ce rôle donc de contrôle a priori sur l'applicabilité des critères ou sur le caractère non discriminatoire des critères. Le problème ne se trouve pas au niveau des organes de contrôle, au niveau de l'ARMP, au niveau de la DSMP. Le problème se trouve au niveau dans la nécessité d'une plus grande maîtrise. Et cette plus grande maîtrise, c'est une orientation des programmes de formation qui, tout en poursuivant cette approche de séminaire, donc de transmission de la connaissance, doit être complétée par une approche de terrain, de coaching. Les autorités contractantes doivent être coachées dans leur environnement professionnel, ce qui a été fait avec l'utilisation du SIGMAP. Quand on a fait des séminaires, on s'est rendu compte que ça n'a pas donné grand-chose. Mais quand l'ARMP a commencé à se déplacer pour aller chez l'autorité contractante, dans ses bureaux, avec les ordinateurs, les gens ont eu à travailler sur des cas pratiques. Et aujourd'hui, le résultat ne s'est pas fait attendre. Ibrahim Diagne, le problème que j'ai posé tantôt, c'est concernant les PME. On a vu que des pays qui ont une économie très solide, comme l'Allemagne, s'appuient sur des PME qui sont très solides. Aujourd'hui, les PME sénégalaises, les PME disent qu'elles ont des difficultés d'avoir accès au marché public parce que les règles sont trop contraignantes. Oui, je pense que aussi le code doit être aussi un élément de performance pour nos PME parce que ça les pousse à se mettre à niveau. Ça, c'est déjà très important parce qu'il ne faut pas oublier également que beaucoup d'autorités compétentes font souvent le reproche à nos PME d'une qualité assez limite, à la limite des ouvrages. Et ça aussi, il faut le reconnaître. Et je pense qu'il y a une évolution, quand même une amélioration attendue au niveau des PME sénégalaises. Mais aussi, comme je disais, la commande publique aussi doit permettre à nos PME d'évoluer. C'est-à-dire qu'en mettant des critères qui favorisent, pas favoriser dans le sens du bas. La qualité. Oui, l'accès leur permet de se mettre à niveau, d'avoir beaucoup plus de ressources. Si on prend par exemple le mobilier national, ou autre, il y a des secteurs où on peut décider, l'État peut décider que bon, c'est 17 ou 20 milliards par an, je vais orienter cette masse pour moderniser un secteur, pour que ça soit un booster. Mais pour ce faire, il faut mettre des crédits sur l'équipement, il faut mettre en fait tout un dispositif réglementaire, bancaire, etc. pour que ce secteur-là se modernise. Ça, il n'y a que la commande publique qui peut, en fait, qui a cette capacité à booster certains secteurs. Et d'autres secteurs et d'autres. Hein. Parce qu'on entend l'artisanat, justement, le mobilier national se plaindre aujourd'hui, qui sont envoyés par la concurrence chinoise, que l'État commande à l'extérieur, qu'il ne commande pas leur mobilier. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est un préalable, c'est d'avoir une stratégie dans ce domaine, de les former, de mettre en place. Vous allez, moi, quand je vois à chaque fois un ministre marocain ou autre, les pays maghrébins, si tout est artisanal, tu vois, le fauteuil, la table du ministre, c'est fabriqué au Maroc. Pourquoi pas nous, c'est possible. Mais il faut des mesures d'accompagnement et une volonté politique claire, indiscutable pour y arriver. Oui. Le ministère de la Justice avait annoncé un projet de loi qu'il va mettre en place pour faire ce qu'on appelle les joint ventures, permettant aux entreprises étrangères qui viennent de contracter avec celles locales pour pouvoir avoir accès aussi au marché national. Est-ce que c'est une bonne option, ça? Oui, bien sûr, et la plupart des pays, même asiatiques, ont eu à utiliser sous une forme ou sous une autre. Moi, je me rappelle le métro de Séoul en 88. Il a été en 88, donc le chantier était en 83, le chantier était en cours avec une technologie qui date de 1975. Et il n'y avait pas de techniciens étrangers sur le chantier. Il n'y avait que des techniciens coréens sur le chantier. Donc, avec une technique très aux pointes de fonçage de tunnels. Mais il n'y avait aucun étranger. Il y avait des accords entre
le gouvernement coréen et certaines sociétés à haute connotation scientifique, il y a eu ce transfert de connaissances qui a permis au gouvernement coréen de relever ces défis. Ici aussi, je pense qu'on doit faire la même chose. Ici au Sénégal, on doit faire la même chose. Tout est possible au Sénégal. C'est dans ce sens qu'il faut remodeler un peu la formulation de l'article 52 pour pouvoir, sans dénaturer cet objectif, pour pouvoir permettre ce transfert de compétences, ce transfert de technologie, cette bonification de l'expertise nationale et des entreprises nationales ou communautaires dans le cadre de l'exécution des marchés dits complexes ou bien même des marchés portant sur des montants très élevés. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un projet de 60 milliards, les critères chiffre d'affaires ne seront pas à la portée des entreprises sénégalaises. Ou si ce sera une ou deux entreprises sénégalaises, et là, il n'y aura pas de concurrence. Je pense qu'il faut essayer de trouver un système pour pouvoir encourager ces opérations de joint venture pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Ça, justement, c'est une question qui intéresse beaucoup le patronat par rapport justement au marché de joint venture pour permettre un transfert de technologie, pour permettre aussi à l'économie nationale d'en profiter. Parce que si c'est les entreprises étrangères qui gagnent les marchés, c'est un transfert de devises. Mais tout à fait. Et ça, je pense que c'est surtout dans le cadre du partenariat public-privé qui est vraiment aujourd'hui l'outil par excellence du transfert de technologie. Et on se rend compte que il y a beaucoup de gros marchés actuellement que les privés veulent réaliser, les privés étrangers, qui financent, etc. C'est bon pour le pays, pour un pays sous-développé qui n'a pas assez de ressources, qu'un partenaire vienne avec ça. Bravo, je pense qu'on est tous d'accord en tant que privé. Le seul la proposition du secteur privé, c'est dit, OK, ils peuvent venir, mais à condition d'organiser ces contrats, de sorte que qu'il y ait une part bien définie pour la sous-traitance, pour les entreprises sénégalaises, pour de créer les modalités aussi de transfert de la technologie et surtout de mettre en place des procédures dans ce domaine parce qu'il faut évaluer les contrats de partenariat public-privé parce qu'il est trop... Il y a des infrastructures qui ont été faites, le stade, je sais pas, de l'amitié, on s'est rendu compte qu'on n'avait même pas la maîtrise pour redémarrer les ampoules. Les ampoules parce que les Chinois, vous voyez des trucs comme ça. Et donc, il faut être très vigilant par rapport au contrat. Mais de toute évidence, la réforme des textes sur le partenariat public les PPP, pour que ça soit beaucoup plus adapté est quand même une nécessité. Justement, M. Sakho, on a constaté que les entreprises chinoises viennent chez nous, gagnent des marchés, viennent avec leur technologie, avec leurs propres ouvriers des fois, qui font le travail. Finalement, nos pays ne gagnent rien. Oui, mais ça, c'est dans le cadre de, comme l'a dit M. Diagne tout à l'heure, ça c'est dans le cadre, c'est les textes qui réglementent les marchés publics qui l'autorisent. Je pense qu'il faut, effectivement, il faut légiférer pour que l'impact de tous les marchés exécutés par des entreprises étrangères ou non, pour que l'impact de tous les marchés, quelle que soit la nationalité de l'entreprise qui l'exécute, puisse être significatif sur l'économie nationale. Parce qu'on a considéré énormément de milliards dans la construction, par exemple, des infrastructures routières, telles que des autoroutes, comme on vient d'inaugurer la fois dernière, qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis dans cela. Mais est-ce que réellement, les Sénégalais en profitent? Est-ce que cet argent-là reste dans ce pays, développe d'autres secteurs? Je pense qu'il y a quand même un impact, mais cet impact peut être maximisé quand même. Ça, je pense qu'il n'y a pas... Je pense qu'il ne faut pas raisonner en termes d'ouvriers chinois parce que peut-être la masse salariale des ouvriers chinois est marginale par rapport à... Mais le problème est beaucoup plus profond. Le problème est beaucoup plus profond. Le problème, en fait, il va concerner l'origine des matériaux de construction, il va concerner l'exploitation de certains matériaux de substitution qui vont développer des filières intéressantes. Tout ça, je pense que c'est un tout. C'est un dispositif qui va avoir des ramifications dans la recherche,
qui va avoir des ramifications dans les mines, qui va avoir des ramifications dans la technologie, dans la mécanique. Et c'est un ensemble de mesures d'accompagnement qu'il faut prendre pour pouvoir maximiser, comme je disais tout à l'heure, l'impact de ces marchés sur l'économie nationale. Cela dit, la situation n'est pas aussi catastrophique que ça. On a eu affaire, je ne sais pas si les statistiques ont été publiées après, mais si on évalue la part des PME dans la commande publique, je pense que le pourcentage est assez honorable. Si, tout à fait. Le pourcentage, et même les appels d'offres internationaux sont majoritairement gagnés par des entreprises sénégalaises. Les appels d'offres internationaux sur des marchés financés par des bailleurs de fonds. Je pense qu'à part un programme, à part quelques rares programmes, on voit une présence quand même assez respectable des entreprises sénégalaises dans les grands travaux et dans les appels d'offres internationaux. Si on revient un peu, Ibrahim Diagne, sur les marchés, certains disent, chefs d'entreprise, que des fois ils gagnent un marché, mais il y a souvent une contestation dans ce marché-là au niveau de la RMP qui fait que la procédure est reprise de bout en bout. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui retardent aussi l'exécution de certains marchés. Ben oui, vous avez tout à fait raison. C'est les recours abusifs, tout à fait. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler là-dessus pour en fait mieux maîtriser ces recours-là. On est en train de mettre soit une taxe, je ne sais pas comment on l'appelle. En tout cas, moins inciter les gens à faire des recours pour retarder ces exécutions. Et vous avez tout à fait raison. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que ces recours-là ne prennent pas en otage la RMP et l'exécution des travaux? Je pense que c'est comme... on ne peut pas non plus être, je veux dire, extrémiste au point de dire à un citoyen sénégalais que vous n'avez pas accès à la justice. Ça, il faut quand même... C'est un droit de l'homme, d'avoir accès à la justice de son pays. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est de dissuader les gens à utiliser de manière excessive la justice. En mettant quoi comment on l'appelle, il y a une taxe, c'est pas une taxe, mais... sorte de redevance. C'est des frais de dossier, là. Oui, en tout cas, un montant à payer pour que l'entrepreneur, ou en tout cas le contractant, hésite à soumettre à chaque fois ses dossiers. On n'a que ce moyen-là, mais on ne peut pas interdire à quelqu'un de faire recours à la RMP s'il se sent lésé. Oui. Dans les travaux, on a dit, surtout de construire d'autoroutes, il y a énormément d'argent. Énormément de milliards qui sont dépensés, et c'est l'argent public, l'argent des Sénégalais. Certains se plaignent des fois justement dans l'attribution de ces marchés-là qu'il y ait dans certains paliers des attributaires de ces marchés de la corruption. Donc, je pense que là, c'est les cas de corruption, il y a des audits, il y a des enquêtes pour pouvoir déterminer ces cas de corruption. Mais les textes sont libellés. Le système est construit de telle sorte que ces cas de corruption soient minimisés, soient réduits à leur plus simple expression, sinon éradiqués. Les audits sont faits chaque année. Et le fait que les audits soient systématisés, je pense que c'est quand même une très bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, un acteur qui est dans une structure qui a un budget supérieur à 15 milliards, déjà, il intègre l'audit annuel. Une entité qui a un budget de 15 milliards, elle est auditée tous les ans. Ça amène les responsables à faire attention, puisque l'auditeur viendra tous les ans. Moi, je me rappelle, lorsqu'on était à l'ADM, le système, on avait une dérogation, le système de passation de marché était allégé. Même des marchés de plusieurs milliards, c'est une commission de 3 personnes qui attribuait. Le marché était signé. Il n'y avait pas de système d'approbation ni rien. C'était une dérogation. Mais personne n'osait déroger aux règles établies. Parce que nous avons eu à rencontrer certains qui sont justement dans la construction de routes, qui ont expliqué que des fois, parmi ceux qui attribuent, il y en a certains qui peuvent disqualifier un dossier au profit de notre dossier de façon assez entendue entre lui et un autre hors du service. Bon, je ne pense pas que ça soit... Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais en fait, ça va être extrêmement difficile parce que le système, il est ouvert. Les offres sont lues à haute voix
C'est pourquoi je suis contre le fait de limiter les recours. Si le système national a été bien noté, c'est grâce en partie à cette facilité de recours de tous les candidats, une facilité non limitée, aucune restriction dans l'introduction des recours. Tout candidat, et ça c'est un des standards OCDE. Ça c'est un des standards OCDE. Et ça, le système a été bien noté en partie à cause de ça. Je pense qu'il faut plutôt éduquer les acteurs. Je pense que les recours, il y en avait, les recours intempestifs, farfelus, il y en avait, mais je pense que de moins en moins, on a des recours intempestifs. D'autant plus que, à peu près, je ne sais pas si les statistiques ont changé, à peu près 50% des requérants ont gain de cause. N'est-ce pas? Donc, cela veut dire que en fait, les gens sont quand même assez conscients. Il faut plutôt insister sur la formation, la conscientisation des différents acteurs. Mais les recours, si vous imposez une somme de 50 000 francs, 50 000 francs, ce n'est pas ce qui va empêcher une entreprise qui a des chiffres d'affaires de plusieurs milliards d'introduire des recours. C'est presque marginal, c'est un montant marginal par rapport aux frais encourus. Et Ibrahim Diagne, justement, les petits fonctionnaires, des fois qu'on dit entre guillemets, c'est pas péjoratif, qui sont dans certains maillons, qui bloquent certains dossiers parce qu'ils n'ont pas intérêt. Ça aussi, ça se voit dans l'attribution des marchés. Oui, mais disons que tout se voit. Tout se voit. Mais il est évident que, nous, on est obligé de rester sur la norme. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas traçable, visible par les procédures, il est difficile de se prononcer. C'est-à-dire que même au niveau des techniques d'audit les plus élaborées, il est difficile des fois de détecter la connivence. Parce que la connivence, quand même, est informelle, on ne voit pas. Et c'est difficile. Dans tout système, on a toujours ces failles, comme la connivence, et très très difficile de détecter. Justement, parce que certaines entreprises disent qu'il y a des gens qui favorisent d'autres entreprises parce qu'ils ont des intérêts, entre guillemets, par rapport à d'autres entreprises dans l'attribution des marchés. Parce qu'on a vu des gens qui sont venus sur la radio se plaindre de ça. Oui, mais bon, si se plaignent par rapport au mauvais traitement de leur dossier et qu'ils fassent recours avec des éléments factuels au niveau de l'ARMP, mais le dossier sera étudié et une décision objective sera prise. Donc je ne comprends même pas qu'ils viennent, se plaindre ailleurs qu'à l'ARMP. C'est ouvert. Et je les conseille, à chaque fois qu'ils font face à ce type de problème, ils n'ont qu'à saisir l'ARMP. J'ai été victime en donnant des preuves, en tout cas des faits. Et bien voilà, l'ARMP prendra sa décision en toute indépendance, ça c'est clair. M. Sakho, il y a les collectivités locales qui sont concernées aussi par les marchés publics dans les régions qui sont assez éloignées de Dakar, de centres de décision. Est-ce que là-bas aussi, il est possible d'exercer un contrôle sur l'attribution des marchés? Oui, bien sûr, parce que n'oubliez pas que la DCMP a des démembrements dans les régions et puisque moi je travaille avec certaines collectivités locales, je vois qu'il y a un lien très fort entre les antennes régionales de la DCMP et ces collectivités locales. Il y a un regain d'intérêt de ces collectivités locales par rapport à leur responsabilité en matière de passation de marché. Ça, c'est un constat. Et d'ailleurs, ça se voit dans les audits. Aujourd'hui, l'audit des collectivités locales révèle une amélioration des performances en matière de passation de marché. Et les collectivités locales ont une certaine particularité parce que le code des marchés est appliqué concomitamment avec certaines dispositions du code des collectivités locales. Et même à ce niveau, on sent une maîtrise des textes au niveau des collectivités locales. C'est vrai, le système est... Bon, il y a des collectivités locales qui sont extrêmement éloignées. Le problème se pose surtout avec certaines communautés rurales qui passent très peu de marchés en fait, ou qui ne passent presque pas de marché, parce que les budgets sont extrêmement faibles. Mais les collectivités locales qui passent des marchés, on a vu qu'il y a quand même des progrès assez significatifs qui sont en train d'être faits. Oui, on parle de l'acte 3 de la décentralisation. Est-ce que cet acte 3 doit être accompagné aussi d'une réforme du code des marchés qui prenne en charge les réalités régionales? Oui, comme je le disais tout à l'heure, et c'est là où se situe, je pense, la solution. Pour trouver une solution au blocage actuel, avéré ou supposé, il faut qu'au niveau de l'ARMP, comme l'ARMP l'a fait, et comme en fait l'ARMP le fait toujours,
organiser des concertations sectorielles avec les différents acteurs pour que chaque acteur puisse identifier, non pas dire que le code est lourd, mais identifier les articles qui posent problème par rapport à ses spécificités. On le fait avec les collectivités locales, on le fait avec les établissements publics de santé, on le fait avec les structures chargées de la lutte contre les inondations, parce que la récurrence n'est pas compatible avec cette notion d'urgence et d'imprévisibilité. Parce que là, un événement récurrent, il est forcément prévisible. Moi, je ne suis pas un prophète, mais je sais qu'il y a certains quartiers de Dakar qui seront inondés l'année prochaine. Et qui le sont actuellement. Comment anticiper? Donc, il faut anticiper. Et il faut, je pense, discuter de façon très technique, puisque le code des marchés, c'est une affaire de technique. C'est quand même, c'est vrai, c'est une affaire de politique en termes de bilan, donc des résultats. Tout ça, c'est, en fait, je le comprends. Mais le code des marchés, c'est une affaire technique d'abord. Discuter avec l'ensemble de ces collectivités locales, les hôpitaux, la pharmacie nationale d'approvisionnement, qui ont des spécificités qui doivent être prises en compte. Le code, quand même, présente un certain nombre de problèmes. Moi, ce que je constate, par exemple, dans le code, on a traité le dispositif de traitement d'urgence pour les travaux, mais on a oublié le contrôle. De telle sorte qu'il y a des autorités contractantes qui ont bénéficié de cette procédure d'urgence pour les travaux, mais se sont rendus compte que maintenant, pour le contrôle, il n'y a rien de prévu. On leur demande de faire une manifestation d'intérêt, ça va prendre 3 mois, alors que les travaux ont été attribués en 15 ou 20 jours. Donc, tout ça, c'est des réglages à faire et c'est tout à fait normal. Ça, c'est des réglages à faire. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut régler. Il y a de petits réglages qu'il faut faire. Il y a quelques omissions auxquelles il faut remédier. Il y a des zones d'ombre. Il y a des problèmes de formulation quelquefois. Mais ça, c'est un exercice récurrent que l'ARMP connaît bien, qui doit être fait pour pouvoir déceler les articles qui posent problème. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, puisque les gens parlent d'urgence quand même, aussi, une administration a besoin d'agir vite. Mais même si la vitesse ne doit pas primer sur les autres procédures, sur la transparence, mais moi, je pense à une solution qui peut être facilement applicable. Laquelle? C'est-à-dire qu'au niveau de l'administration centrale, si on identifie, parce qu'il y a quand même des limites objectives, il y a des autorités contractantes qui ont des projets pour lesquels elles n'ont pas l'expertise, même pour faire les termes de référence, ou bien pour faire les spécifications techniques. Je pense que la mise en place au niveau d'une structure comme la primature, par exemple, où tous les projets complexes et les projets de grande envergure sont listés, n'est-ce pas, rassemblés dans un plan de passation de marché spécifique et confiés à cette task force. Cette task force, on lui dit, voilà les projets urgents, voilà les projets complexes. Ces marchés-là, je veux qu'ils soient lancés cette année. Avec des indicateurs de performance. Et je pense que ça peut être une solution transitoire en attendant qu'il y ait cette amélioration de l'expertise au niveau des... Cette task force sera là pour soutenir, pour accompagner les structures qui sont maîtres d'œuvre de ces projets, les services qui sont maîtres d'œuvre de ces projets. Et je pense que l'élaboration des dossiers peut être assez rapide. Le traitement de toutes les opérations liées à la passation, ça peut être extrêmement rapide. C'est un peu une option agence de passation version MCA. Où, lorsque l'ouverture des plis est effectuée, vous ne dormez pas tant que le marché n'est pas attribué. Vous avez en tête cette sanction liée à une éventuelle contre-performance qui consiste au non-respect de ce délai de 15 jours. Aujourd'hui, ce délai de 15 jours n'est pas toujours respecté. Quel est le pourcentage de marchés de travaux qui sont exécutés dans les délais? C'est moins de 10%. Donc je pense qu'une structure qui ne se substituerait pas aux autorités contractantes, mais qui serait là
pour pouvoir aider ces structures, les coacher dans la préparation des dossiers et dans la conduite des opérations de passation de marché, avec des indicateurs de performance assez clairs et mesurables. Oui. Monsieur Diagne, justement, le président de la République semble être rattrapé par ses promesses. Il va avoir des résultats tout de suite là et maintenant. Mais il dit oui, moi, que je sois bon élève ou mauvais élève pour les bailleurs de fonds, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que ce que j'ai promis aux Sénégalais soit réalisé. Est-ce que la proposition de M. Sakho, pour justement aller très vite, mais en respectant aussi la transparence et la bonne gouvernance, est la bonne? Oui, sûrement. Moi, je suis d'accord avec le président quand il dit ça, parce que c'est un politicien. Il est élu, pas pour appliquer un code, effectivement, mais pour réaliser des promesses qu'il a fait au peuple. Ça, je veux dire que c'est trivial, c'est tout à fait vrai. Par contre, le dispositif de bonne gouvernance qu'on a mis du temps à mettre dans ce pays-là, il ne faut pas, au nom de promesses électorales, s'asseoir dessus. C'est important parce que c'est l'avenir du pays. Tout à fait. Si on voit, si vous vous rappelez, le code électoral, aujourd'hui, on a su mettre en place une démocratie, en tout cas un système qui est unanimement reconnu, consensuel, alors qu'il y a eu tellement de soubresauts pour y arriver. C'est la même chose, c'est un code aussi. Et dans le code, il y a des hauts et des bas. Et s'il fallait, je veux dire, éliminer les élections dans ce pays parce que le code électoral a des dysfonctionnements, probablement, peut-être que lui-même, il ne serait pas là aujourd'hui. Donc, il est important d'affronter les problèmes et de les résoudre de manière scientifique. De manière scientifique parce que tous les Sénégalais, nous du secteur privé, le public, comme la société civile, nous sommes mus par un seul objectif. C'est l'intérêt de ce pays, c'est le développement de ce pays. Et le premier qui est motivé par ça, c'est d'abord le président de la République parce que lui-même, il doit rendre compte. Je pense que lui, comme nous partageons le même objectif. Il suffit simplement de s'asseoir autour d'une table, de créer un dispositif consensuel de dialogue pour trouver la solution. Mais je ne vois pas un côté, il faut mettre ce qui est sale, on dépoussière, ce qui est long, on coupe, et puis voilà, pour avancer. Donc, M. Sakho, il est temps qu'il y ait une large concertation autour du code, où tout le monde, tous les Sénégalais viennent donner leur point de vue pour qu'il y ait un code aussi qui épouse peut-être l'urgence de l'heure, mais en respectant aussi, surtout, l'argent des Sénégalais, l'argent public. Vous savez, le code, c'est 4 principes fondamentaux. L'équité dans le traitement des candidats, le libre accès à la commande publique, la transparence dans les procédures et l'efficience de l'économie. Et aucun de ces principes ne doit être sacrifié sur l'autel de l'autre. Et chaque principe est important. Le problème de l'efficacité aussi, c'est en fait c'est important, mais je pense que la solution se trouve dans le compromis. Il faut un compromis. Et aujourd'hui, le compromis, c'est d'aller vite tout en respectant les dispositions réglementaires. Et c'est pas quelque chose, c'est pas un exploit qu'on impose aux acteurs de la commande publique. C'est tout à fait possible parce que les autres pays le font. Aujourd'hui, tous les codes, vous lisez le code du Tchad, vous lisez le code du Burundi, c'est exactement le même contenu, puisque tous les pays se sont alignés sur les standards internationaux. La directive de l'UEMOA, les directives de l'UEMOA se sont alignées sur les standards internationaux. Les codes qui résultent de la transposition de ces directives sont alignés sur les standards internationaux. Donc, c'est quelque chose qui a été conçu pour les hommes. Et moi, je pense que l'objectif de célérité peut être atteint. L'objectif du respect des textes peut être atteint. Et l'objectif de l'efficacité de la dépense publique aussi peut être atteint. Comment ? Mais comme je vous ai dit, il faut mettre en place un dispositif de mise en œuvre. Le problème, c'est un problème d'implementation. C'est un problème de mise en œuvre. Et il faut insister sur le dispositif de mise en œuvre avec des indicateurs. Une commission, par exemple, qui met 3 mois pour évaluer une offre, mais il faut lui taper dessus. Elle ne travaille pas. Mais elle ne travaille pas, je regrette, mais elle ne travaille pas. Une commission qui met 4 mois. Il y a des commissions qui mettent 6 mois pour finaliser un dépouillement. Mais le ministre qui est dans ce département-là, mais il doit taper sur la table. Mais c'est tout à fait normal. Mais là Baye Diagne, monsieur le ministre pose le débat
le mal du Sénégalais. La paresse, le fait de ne pas travailler, le problème d'action, de mise en œuvre dans ce pays-là. Parce qu'on a réfléchi, semble-t-il, sur beaucoup de choses, mais le problème du Sénégal, c'est l'action, mise en œuvre, l'exécution. Mais tout à fait. Et je pense que je rejoins le ministre quand il parlait tout à l'heure de démarche systémique. Quand il comparait le corps humain, c'est une démarche systémique. Aujourd'hui, le mal sénégalais, il est très profond. C'est nous-mêmes. On ne peut pas régler des problèmes de façon vraiment ponctuelle comme ça. C'est dans la tête, c'est plus. C'est le même Sénégalais qui est dans l'entreprise, c'est le même Sénégalais qui est dans l'administration, c'est le même Sénégalais. D'ailleurs, vous avez écrit un livre dans ce sens-là. Voilà, donc il faut vraiment, travers. Voilà, qu'on redéfinisse notre logiciel comportemental. Et tant qu'on ne redéfinit pas le paramétrage de ce logiciel, on aura toujours ces mêmes dysfonctionnements parce que l'administration sénégalaise doit être modernité. Ça, il faut secouer ce gros baobab pour qu'il y ait une culture de résultat. Parce que la plupart du temps, pour moi, c'est l'impréparation des dossiers qui amènent à l'urgence. Maintenant, on va dire au président, mais le code, machin, le président, c'est normal, il est sous urgence, c'est lui le responsable, il faut qu'il ait des résultats. Alors qu'on n'a pas fait son travail. Alors que beaucoup de gens n'ont pas fait leur job. Et du coup, on se retrouve à chaque fois dans un perpétuel recommencement, quoi. Donc la modernisation de l'administration est impérative. Oui, vous savez, moi, si vous suivez l'évolution des conditions d'exécution des marchés depuis les années 80 et maintenant, les profils de décaissement, la détérioration des profils de décaissement au niveau des bailleurs de fonds n'est pas liée au nouveau code des marchés. On constate même que les profils se sont améliorés. Parce qu'il y a eu un renforcement de l'expertise dans la passation de marché. Parce que même avant le code, l'ancien code, le 82-690, il n'était pas aussi contraignant que ça. Les gré à gré, c'était à la demande, n'est-ce pas? Mais même pendant cette période, il y avait des problèmes dans le décaissement au niveau des projets. C'est pour dire que ce n'est pas lié au code. C'est lié au dispositif d'exécution, au dispositif de mise en œuvre des projets. Si ce n'est pas dans la passation, ce sera dans l'exécution. Aujourd'hui, les marchés pour lesquels la passation a été bâclée, ces marchés vont connaître inévitablement des problèmes au niveau de l'exécution. Et l'État va perdre de l'argent. Si vous amusez à calculer ce que l'État perd en révision des prix, je pense qu'il faut qu'on s'intéresse à ces trucs. Ce que l'État perd en révision des prix, ce que l'État perd en surcoût. Mais en fait, c'est des sommes qui sont extrêmement importantes et il faut regarder là-bas. Il y a des sommes qui pouvaient aller ailleurs. Ah, mais dans le développement tout à fait. Donc, je pense que c'est tout le dispositif qu'il faut revoir et c'est tout le dispositif qu'il faut améliorer. Et je pense que c'est possible parce que ça ne nécessite pas un niveau intellectuel extraordinaire. Les gens qui sont actuellement dans les cellules de marché, c'est des gens qui sont suffisamment bien formés sur le plan académique, mais il faut les entraîner, il faut leur donner la connaissance et leur inculquer cette démarche nécessaire à l'atteinte des objectifs en matière de passation de marché. Et je pense que en fait c'est facile, c'est ça. Aujourd'hui, dans certains pays d'ailleurs, si vous prenez le cas du Bénin, il y a une direction chargée de la préparation des dossiers d'appel d'offres au ministère des Infrastructures. Cette direction ne fait que ça. On a les projets, cette direction ne fait que ça. Si un dossier est en retard, c'est cette direction. Un autre principe qui serait aussi intéressant, pourquoi? Je pense qu'il faut une certaine visibilité. Il faut cloisonner les différentes étapes de la passation de marché. J'ai vu dans certains pays où celui qui prépare le dossier d'appel d'offres et qui lance l'appel d'offres, il n'est pas concerné par l'exécution. C'est un service spécial qui fait... Et après, ce service transmet le dossier à une autre entité qui va se charger de l'exécution. Et je pense que le Sénégal pourrait... Et là, c'est très clair, quoi. Et là, c'est très clair. Là, c'est extrêmement clair. Votre travail, c'est de préparer le dossier et de lancer l'appel d'offres. Maintenant, en fait, vous n'êtes pas chargé de l'exécution. C'est un autre service qui va être chargé de l'exécution.
Voilà, le temps que nous ayons parti est terminé. C'est un immense plaisir de vous recevoir ici dans le studio de l'ARFM. J'étais avec M. Youssoufa Sakho, ancien ministre des Transports, ex-directeur de l'ARMP, consultant en infrastructure en marché public, président du cabinet africain d'experts et de consultants. Merci aussi à Baye Ibrahim Diagne, président de la commission Bonne Gouvernance